Eh bien, j'ai remarqué que le comportement de mon mari changeait. C'est vraiment, il avait parfois des réactions bizarres, mais comme il est un peu original et puis plus âgé que moi, j'ai mis ça, et puis c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc j'ai mis ça sur son originalité, sur son humour, et, et c'est en plus quelqu'un de très attachant. Donc les enfants me disaient mais arrête donc de bousculer papa parce que quand il n'était pas bizarre, il était normal. Donc on vivait cette situation inconfortable, quoi, de ne jamais savoir où se situer, parce qu'il pouvait faire des choses complètement aberrantes, et puis ensuite conduire tout à fait convenablement. Alors le diagnostic de cette maladie est tombé fin 2006. Mon mari était atteint de la maladie d'Alzheimer. En fin de compte, elle s'était glissée de façon insidieuse dans notre vie depuis 2003, ce qui explique ses comportements bizarres. Et je me suis pas dit tout de suite ma vie est fichue. Je me suis jamais, je n'ai d'ailleurs jamais dit ma vie est fichue. Je me suis dit bah il faut faire face, tout simplement, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement. C'est un combat quotidien, et donc il faut faire face. Alors nous fêtons cette année nos 40 ans de mariage et j'ai découvert la personnalité de mon mari au travers de cette maladie, au travers de son dépouillement, de sa fragilité, de sa vulnérabilité. Je me suis rendu compte combien c'était quelqu'un qui était gentil, profond. J'ai découvert toute sa valeur. Et je me suis même posé cette question en me disant, mais fallait-il donc en arriver là pour comprendre cela? Et il m'arrive que l'on me pose cette question, est-ce qu'il te reconnaît? C'est une question que je supporte très mal, parce qu'on oublie qu'entre nous, il y a le lien sacré du mariage, et il y a ce fil d'or, enfin très, très fin et très fragile, que rien ne peut rompre. Et quand je suis avec mon mari, j'oublie sa maladie, je suis simplement avec celui qui un jour m'a demandé en mariage. Alors, mon mari, c'était quelqu'un, donc c'est un travailleur social, donc quelqu'un qui avait le contact facile, qui parlait facilement, qui était même espiègle. Aujourd'hui, il ne parle plus, il ne sourit plus. Et notre relation se passe à un autre niveau. À présent, nous sommes en communion. Donc, nous n'avons pas besoin de parole. Alors, ça c'est difficile. Si mon quotidien est dur, parce que je souffre de la solitude et mon mari me manque atrocement, mais avec les enfants, ce n'est pas facile parce que nos enfants sont jeunes, nos petits-enfants sont encore tout petits. Et par exemple, le plus jeune de nos fils, qui a 30 ans, a beaucoup de difficultés à supporter la dégradation physique de son papa. Donc il est totalement dans le déni. Et puis les autres se protègent en me disant, bah,
de toute façon, tu sais, on attend bien ton coup de fil. On sait bien ce que tu nous diras un jour. Et puis, donc, on n'en parle pas. C'est moi qui parle toujours de mon mari. Et les enfants sont au loin. Quand ils téléphonent, c'est la dernière question. Bah, et papa, comment ça va? Et puis c'est tout. Alors, bon, nos petits-enfants donc sont petits, mais l'aîné, c'est le seul qui a vu mon mari avant qu'il ne rentre en institution. Donc il se glorifie que lui, il a connu papy pas malade. Donc son papy, il le met presque sur un piédestal. Donc il veut faire un exposé sur la vie militaire parce que son papy était parachutiste. Donc, et une des petites filles était un jour à la maison, elle jouait, elle faisait du trampoline sur le lit, et voilà qu'elle tombe à la place où dormait mon mari. Donc je lui explique. Je lui dis, bah, tu tombes à la place de papy. Elle me dit, mais papy est pas dans... Papy est dans sa grande maison, ici c'est ta maison. Alors je lui explique, puis je lui montre la table de nuit, puis des petits objets ayant appartenu à mon mari. Puis on arrête là, parce qu'elle n'a que 3 ans, on descend, et dans la salle de séjour, dans la salle à manger, il y a une photo de mon mari quand il avait 60 ans. Et cette photo-là, elle fait partie on ne la regarde pas systématiquement. Elle la regarde et elle dit à son papa, eh ben tu vois, ça c'est la photo de papy quand il n'était pas malade. Mais par contre, une des grandes souffrances, c'est que nous venons d'avoir un petit-fils. Je l'ai dit à mon mari, je placarde dans sa chambre. Et je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, rien ne s'imprimait plus chez lui. Et ça, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Parce que c'était le premier petit David. Hein, les autres petits-fils portent mais là, c'était le premier petit David, c'était Pierre Benoît. Donc, pour mon mari, son Pierre Benoît, c'était quand mon mari a eu les enfants en étant assez âgés, c'était... et je me suis rendu compte, c'est pas plus la peine, c'est pas la peine, ça ne s'imprime plus. Oui, ma foi, j'ai une voix profonde et cette foi m'aide à vivre cette maladie. J'étais très engagée dans ma paroisse et la maladie de mon mari m'a obligée de prendre des distances vis-à-vis de mes engagements du fait que je ne pouvais pas le laisser seul. Et il m'a permis d'orienter ma vie, d'être moins dans l'action, d'être plus dans l'être, quoi. Je suis plus, il m'a aidé à me détacher. Et oui, il m'a aidé à me détacher, à aller à l'essentiel. Et cet essentiel, je le retrouve en fréquentant l'abbaye de Solesmes. Lorsque mon mari est rentré en institution, je me suis retrouvée seule à la maison et je me suis dit, que vais-je faire de ma vie? Et ma vie, je vais la donner. Mais où la donner? Mon mari m'avait fait connaître l'abbaye de Solesmes. Nous allions régulièrement à Solesmes. Solesmes est fondamental dans notre vie. Nous sommes mariés dans la petite église qui jouxte l'abbaye de Solesmes. Et je vais donc régulièrement, j'ai retrouvé Solesmes. C'est le seul endroit où je puisse déposer le fardeau.